Sofia Adamovna Kuntsevich, adjudant-chef et brancardière. Antonina Alexeyevna Kondrachova, agent de renseignement. Maria Ivanovna Morozova, caporal et tireur d'élite. Maria Vassilievna Pavlovets, médecin. Alexandra Yavovna Kromova, secrétaire d'un comité clandestin. Maria Alexandrovna Aristova, première femme conductrice de locomotive en 1931. Les femmes soviétiques ont rendu des services inappréciables à la défense nationale. Elles travaillent avec abnégation sur le front. Elles supportent courageusement toutes les difficultés du temps de guerre. Elles enflamment par des actions d'éclat les combattants de l'armée rouge, les libérateurs de notre patrie. Staline, 1er mai 1944. Mais connaît-on aujourd'hui tous les acteurs qui ont pris part ? Encore aujourd'hui, très peu d'ouvrages se sont intéressés aux femmes combattantes qui partaient au front, tandis qu'on a pu constater une amplification de ce phénomène de féminisation de l'armée durant la Seconde Guerre mondiale. On a pu dénombrer 225 000 femmes dans l'armée britannique, 450 000 à 500 000 dans l'armée américaine, environ 500 000 en Allemagne, mais surtout près d'1 million de femmes ont servi dans les différents corps de l'armée soviétique. C'est à ces dernières que s'intéresse l'autrice biélorusse Svetlana Alexievitch dans son essai documentaire qui s'intitule « La guerre n'a pas un visage de femme » ou en russe « Uvayny ne ženskoe litso », publié en 1985 et traduit vers le français en 2004. Durant 7 ans, Svetlana Alexievitch a patiemment recueilli les témoignages et récits de femmes russes ayant pris part à la guerre. La guerre est une histoire d'hommes, faite majoritairement par des hommes et racontée par des hommes. Pourtant, dans chaque bataille, dans chaque corps d'armée, les femmes luttaient aussi. En URSS, la femme a eu un rôle actif, que ce soit en tant que partisane, infirmière, chirurgienne, mais aussi dans les métiers de guerre, les menant en première ligne à l'image des tireuses d'élite, des mécaniciennes, des tankistes ou des pilotes. Les destins de ces femmes tantôt se ressemblent, tantôt se contredisent, mais nous rapportent au final des récits poignants, émouvants et sordides. Mais malgré le communisme, malgré la proclamation de l'égalité entre hommes et femmes dans la constitution de l'URSS, rien n'y fait. La société russe des années 40 reste profondément machiste. Nous accueillons aujourd'hui dans notre émission Elisa Simi, historienne et spécialiste de la Seconde Guerre mondiale sur le front soviétique. Alors, Elisa Simi, vous avez rencontré Svetlana Alexievitch en 2015 lors d'un entretien où elle vous a parlé de son œuvre. Que pouvez-vous nous en dire ? Alors, je l'ai rencontrée juste après qu'elle ait obtenu un prix Nobel de littérature pour l'ensemble de son œuvre. Donc, en fait, au début de sa recherche, Svetlana a enregistré tous les témoins qu'elle a pu rencontrer, mais elle s'est très vite rendue compte qu'elle ne pouvait pas interroger tout le monde. Ainsi, elle a décidé finalement de sélectionner des femmes qui ont exercé des métiers militaires différents. Donc, chacune voyait la guerre à travers son métier ou à travers la place qu'elle occupait. Mais elle a fait face à de difficultés, notamment au niveau de la censure. En effet, les censeurs lui reprochaient de ne pas parler uniquement de la victoire et de découronner la femme héroïne par les détails psychologiques, mais également physiques, lorsque ces femmes évoquent, par exemple, leurs règles. Et en fait, en quoi la guerre des femmes se distingue de celle des hommes ? En fait, à travers son ouvrage, l'autrice cherche finalement à nous expliquer que nous sommes prisonniers d'images masculines, de sensations masculines concernant la guerre. Donc, les récits de femmes, c'est des récits qui sont tout d'abord d'une autre nature. En effet, la guerre féminine possède ses propres couleurs, ses propres odeurs ou encore son propre éclairage. La guerre des femmes, elle a finalement un langage qui est propre. Et quand on voit que, par exemple, les hommes, eux, se retranchent derrière les faits, la guerre les captive comme l'action et l'opposition des idées, alors que finalement les femmes, elles, la perçoivent à travers des sentiments. Il s'agit finalement d'un autre monde qui est différent de celui des hommes. Et Svetlana avait été avertie par certains spécialistes qui lui disaient les femmes, finalement, elles vont inventer des histoires, mais Svetlana a répondu d'une manière plutôt ahurie qu'on puisse penser finalement des choses comme cela. Comment une femme finalement pourrait inventer de telles choses et aussi ce qu'elle dit, c'est que aujourd'hui, les femmes à cette époque, elles se réfugiaient aussi toujours dans le silence. Et lorsqu'elles se décidaient à parler, elles racontaient non pas leur guerre, mais celle des autres. Sofia Adamovna Kuntsevich, brancardière. Tout ce que j'avais vécu me revenait en mémoire, et je me demandais comment j'allais me comporter, comment allaient se comporter nos soldats, car nous nous rappelions de tout. Mais voici qu'on entre dans un village, des enfants courent dans la rue, affamés et malheureux. Mais moi qui avais juré de les haïr tous, je collecte chez nos gars tout ce qu'il reste de leur ration du jour, le moindre morceau de sucre, et je donne tout à ces petits Allemands. L'une des questions qui perdure au cours de l'histoire,
C'est pourquoi ces femmes ont-elles décidé de s'engager et de partir au front? Alors, une des premières choses qui les a motivées, c'était tout d'abord de s'engager pour défendre la patrie. Pour la plupart d'entre elles, c'était aussi un choix donc délibéré de partir à la guerre. Cependant, Svetlana raconte en fait qu'il a été très difficile pour elle, pour ces femmes, de se faire accepter par les hommes qui ne voulaient pas d'elles sur le front. Et les préjugés, voilà, ils étaient vraiment très présents. La guerre était vue comme une affaire d'hommes. Et ces femmes, elles les ont suppliées, elles exigeaient, il y en a même qui sanglotaient. Et parfois, ça arrivait à ce que des femmes se sauvent clandestinement pour rallier les troupes qui battaient en retraite. Lyudmila Mikhailovna Katchetnika, résistante, une femme torturée par les Allemands. Je n'avais pas peur de la mort, mais j'avais peur de la torture. On se retrouve après un court intermède musical, la valse des copines du front. Давайте припомним, подруги, военные грозы и вьюги, как пуля друзей отнимала, а нас обошла, миновала. Давайте же вспомним, девчата, солдатские наши года. Окопы, бои, медсамбады и песни, что пели тогда. Старый солдатский вальс, память в сердце. Elles étaient toutes très jeunes quand la guerre a commencé. Effectivement, la plupart de ces filles, en fait, quand elles partaient de chez elles, elles avaient environ une quinzaine d'années. Certaines se sont même enfuies de chez elles pour pouvoir partir à la guerre. À 15 ans, elles ne savaient même pas encore ce que c'était que d'être une femme. Elles se sont finalement découvertes au front. Certaines sont tombées, par exemple, pour la première fois amoureuses là-bas, où elles avaient aussi finalement une très envie de se faire jolie au quotidien. Le lieutenant-chef était beau garçon. Toutes nos filles en étaient un peu amoureuses. Il nous répétait qu'à la guerre, c'était des soldats dont on avait besoin, uniquement de soldats. Mais j'avais aussi envie d'être jolie. Durant toute la guerre, j'ai eu peur d'avoir les jambes estropiées. J'avais de jolies jambes. Pour un homme, quelle différence? Pour lui, même s'il perd ses jambes, ce n'est pas bien grave. De toute façon, ce sera un héros. Un type qu'on veut épouser. Mais dès lors qu'une femme se trouve mutilée, son destin est scellé. Son destin de femme. Mais parmi ces filles, certaines étaient déjà des mères. Oui, évidemment, il y avait des mères. Donc il y avait d'un côté, finalement, cette volonté très forte pour certaines de retrouver leur enfant après la guerre. Mais parfois, il y avait le fait que l'idéal de la patrie était tellement fort que certaines, finalement, ont choisi de sacrifier leurs propres enfants. Il y a notamment Svetlana qui cite le témoignage de Valentina, qui était agent de liaison des partisans. Donc des Allemands avaient fusillé 4 des 5 enfants d'une femme. Et donc pour le dernier nourrisson, le nazi a fait un signe de le lancer en l'air pour qu'il puisse lui tirer dessus comme un ballon. La mère a effectivement lancé le bébé, mais de manière à ce qu'il tombe et meure avant que le nazi ne lui tire dessus. Antonina Alexeyevna Kondrashova, agent de renseignement. Pendant longtemps, j'ai eu peur de me marier, j'avais peur d'avoir des enfants. Si jamais la guerre éclatait à nouveau et que je doive partir au front, que deviendraient mes enfants? Alexandra Yavovna Kromava, secrétaire d'un comité clandestin, qui a envoyé sa fille Valéria de 7 ans avec un panier contenant une bombe et des vêtements, pour faire sauter un réfectoire d'Allemands. On dit l'instinct maternel plus fort que tout. Mais non, l'idéal est encore plus fort. Et la foi est plus forte. La patrie et nous, c'était la même chose. Personne n'ose transmettre l'ordre du commandant, mais la mère devine toute seule. Elle plonge l'enfant emmailloté dans l'eau et l'y maintient longtemps. Le gosse ne braille plus. Il est mort. Et nous ne pouvons plus lever les yeux, ni sur la mer, ni sur personne d'entre nous. Vous parliez de la volonté de ces femmes de retrouver leur enfant après la guerre, mais justement, comment ont-elles été accueillies à leur retour? Comment ont-elles réappris à vivre après tout cela? En fait, ce qui peut paraître assez sidérant, c'est le fait que après la guerre, beaucoup de ces femmes finalement ont nié être allées au front. Elles étaient paralysées de peur de ne pas être acceptées pour avoir été là-bas. Comment la patrie nous a-t-elle accueillis?
Je ne peux pas en parler sans verser des larmes. 40 ans ont passé, mais mes joues brûlent encore. Les hommes se taisaient, et les femmes, elles nous criaient « Nous savons bien ce que vous faisiez là-bas. Vous couchiez avec nos maris. Putains à soldats, salopes en uniforme. » Elles avaient 1000 manières de nous injurier. Et une question demeure encore. Quelle valeur historique ont tous ces témoignages ? En fait, l'utilisation de témoignages, ça peut poser des problèmes épistémologiques importants. En effet, l'historien se doit de connaître avant tout l'identité sociale ou militaire du témoin, ainsi que le rapport du témoin à la réalité vécue, pour au final pouvoir en analyser sa valeur propre. Il faut aussi prendre en compte les reconstructions mémorielles, dont certains témoignages portent la marque. Et il faut aussi se rappeler que finalement Svetlana Alexievitch n'est pas une historienne. Elle est tout d'abord journaliste et écrivaine, et c'est en ses qualités qu'elle a écrit cet ouvrage, ce qui est important de retenir. L'autrice n'a pas voulu écrire une histoire de la guerre, mais bien une histoire des sentiments. Merci pour vos réponses, Elisa Simi. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. À bientôt.